deuxième épisode de cette série consacrée à la pêche du sandre en verticale. Yes! Dans cet épisode, nous verrons les astuces qui m'ont permis de moins rater de touches au ferrage et surtout de moins décrocher de poissons quelques secondes après le ferrage ou pendant le coup. Nous verrons aussi d'autres astuces qui permettent d'améliorer son efficacité de pêche et de prendre plus de poissons à la fin de la journée. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à la pêche du sandre en verticale. Cette fois-ci, il va être question de parler d'un élément qui me paraît essentiel et qui fait souvent la différence entre une bonne journée de pêche et une mauvaise journée de pêche, quelle que soit la pêche, ce sont le nombre de poissons ratés. Effectivement, moi ça m'est arrivé souvent d'avoir des journées qui auraient pu être une très très bonne journée et à cause de beaucoup de décrochages, ou de rater à la touche, et bien du coup la journée elle est médiocre, voire complètement nulle. Souvent justement, si on arrive à concrétiser tous ces poissons qui ont mordu à la ligne, parce que c'est déjà hyper dur de les faire mordre à la ligne, et qu'ensuite si on les perd pendant le combat ou juste à la touche, c'est hyper embêtant parce que effectivement c'est ces poissons là qui pèsent beaucoup, je pense, à la fin d'une bonne journée de pêche. Donc du coup, c'est un élément que j'essaye d'améliorer en permanence, c'est justement l'efficacité en pêche. Donc l'efficacité en pêche en ce qui concerne ferrage, combat et poisson à la pêche du sandre. Moi, du coup, j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. La première chose à dire, c'est que le sandre, c'est un poisson qui a une force de préemption dans la mâchoire qui est très très importante. Souvent, ils vont avoir tendance à attaquer la tête du leurre, mais pas tout le temps. Et ils vont avoir tendance, du coup, à saisir très fort le leurre. Et je pense que le fait qu'ils arrivent et qu'ils tapent justement fortement sur le plomb, c'est ça qui rend les touches aussi impressionnantes lorsqu'on pêche le sandre. Donc tous ceux qui ont pêché le sandre, que ce soit en linéaire ou en vertical, il y a ce toc caractéristique qui vraiment marque une touche de sandre. Je pense que ça vient du fait qu'ils viennent vraiment taper dans la tête plombée, donc du coup ça amplifie le phénomène de résonance du choc, et du coup comme ils ferment la gueule très très fort, il faut que le ferrage soit super efficace. Ensuite, comme en vertical on a tendance à pêcher avec des plombées qui sont lourdes, et bien du coup ça va peser, la force d'inertie du plomb va faire que quand le poisson va secouer la gueule, si le hameçon n'est pas bien ancré, et bien du coup ça va donner un petit peu plus de mouvement et de force dans le mouvement au niveau du leurre et de l'hameçon, et donc du coup ça va favoriser le décrochage. Merde! Merde! Donc pour ça, avant de parler des montages, j'ai déjà écouté les plus grands et surtout vu les plus grands faire. Et je parle notamment de Gaël Even qui, pour moi, a une technique qui est vraiment sans pareil quand on parle de pêche du sandre en vertical. Et typiquement, quand j'ai pêché avec lui, il m'a effectivement dit qu'il fallait faire un geste qui était caractéristique et que les très bons pêcheurs en vertical font avec le sandre. C'est quand on va ferrer le poisson, et bien du coup, il faut éviter de baisser trop vite la canne en moulinant, parce qu'effectivement, toute petite baisse de tension va être suffisante pour juste donner la liberté au plomb de se balancer et du coup de se décrocher. Putain, mais quel con! C'est d'autant plus vrai quand on utilise des plombées très lourdes, comme on va voir tout à l'heure sur ce genre de montage, où là je suis sur 42 grammes, parce qu'on a un leurre qui est volumineux, et donc du coup si on ne veut pas pêcher à 15 mètres du bateau derrière, quand du coup on a un peu de courant quand on pêche en fleuve, on va être obligé de plomber assez lourdement. Et donc du coup, là par exemple sur une plombée de 42 grammes, la moindre tension qui va être baissée, 2 coups de tête, et si la gestuelle n'est pas bien faite, on va perdre le poisson. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ferrer et garder la tension continue, quitte à mouliner, presque à treuiller en fait le poisson avec le moulinet. Yes, ça.
Bien sûr, en faisant ça, lorsque la canne elle est bien pliée, elle est vraiment en compression, vraiment que la compression est importante, on va pouvoir baisser la canne vraiment, mais très doucement, plus doucement qu'on ne le ferait sur une autre type de pêche, pour justement garder cette tension. Et en fait, on travaille presque autant au moulinet qu'avec la canne au niveau du pompage. Oh putain. Yes. Yes, aïe, il est là le coco. Yes. On est venu pour ça. Vous allez le voir sur les images qui passent derrière. C'est une technique que j'ai eu du mal en fait je dirais, à appréhender. Et j'avais tendance tout le temps justement à baisser un peu trop vite la canne. Yes. Oh merde. Même si j'avais l'impression de bien faire, en fait, il faut vraiment pas hésiter à mouliner et à en fait presque pas utiliser la canne, au moins pendant le début du combat. Une fois que le poisson il est bien piqué, qu'il est bien pendu sur le montage, on peut le travailler tranquillement. Un autre point qui est très important, vous allez voir dans les images, c'est toujours éviter de faire sortir la gueule du poisson hors de l'eau et le laisser secouer la tête. Donc toujours bien baisser la canne, toujours le sion au ras de l'eau, pour justement faire en sorte que si on sort la tête du poisson de l'eau trop tôt avant l'épuistage, et bien du coup on a les risques là, comme il n'y a plus le mouvement amortisseur de l'eau pour amortir les coups de tête du poisson, et bien les coups de tête vont être beaucoup plus violents et ça va éjecter la plombée. Donc du coup ça c'est vrai, notamment quand on pêche avec des plombées qui sont lourdes, mais aussi justement avec des growlers qui sont pas forcément complètement engamés. Donc évidemment quand on pêche avec des tout petits leurres comme ça, la problématique se pose un peu moins, malgré tout, et surtout on va avoir des hameçons qui vont être beaucoup plus fins et beaucoup plus pénétrants, mais malgré tout, la technique elle reste valable. Par contre, quand on s'adresse à des très gros poissons et qu'on commence à aller chercher des leurres volumineux, hein, même du 7 pouces, et ben, du coup il faut vraiment pas hésiter à faire cette technique. C'est important, vous verrez que vous augmenterez vraiment de manière considérable le nombre de poissons au bateau en agissant comme ça. L'autre point que j'ai amélioré moi, alors c'est mon ressenti, c'est de pêcher avec des cannes beaucoup plus longues que la normale lorsqu'on parle de pêche en verticale. Du coup là, bon, alors, elle est très longue, c'est pour ça que ça m'encombre un petit peu, mais en gros ça c'est une Dark Elf qui fait 2,40 m et qui est MH, donc elle est assez puissante, ce qui me permet justement de favoriser le ferrage sur les très gros poissons, donc les poissons de 80-90 par exemple. C'est des poissons qui, à mon sens, méritent ce genre de canne-là, et même un centre de 70 ou 75 cm. Mine de rien, il a vraiment une gueule qui va être très très puissante, et si on veut faire rentrer le fer de l'hameçon, il faut quand même des cannes qui soient relativement puissantes. Ça reste pas trop raide, justement, vous allez voir sur les images, c'est une canne qui va plier beaucoup. Et pour moi, le fait qu'elle plie, il y a deux avantages. Un, ça va permettre, au moment de la touche, de pas trop tendre la ligne d'un coup. On pêche juste en dessous du bateau, donc il n'y a pas beaucoup de bannières. On est en contact direct. Si la canne est trop raide, pour moi, ça laisse pas le temps au poisson de se retourner et on risque justement de décrocher le poisson même avant le ferrage. Par contre, du coup, avec une pointe qui est un petit peu plus souple, ça va permettre d'amortir la première touche. Le poisson va se retourner et à ce moment-là, dans le timing, on perd. Et du coup, on fait la technique où on mouline toujours bien tendu pour éviter justement de perdre de la tension. Oh, il est gros.
Oh, il est big. Oh, il est big. Il est ça, il est big, il est énorme. Et du coup, grâce à l'action qui est très ample de la canne, notamment sur ce modèle-là, et ben du coup, ça va favoriser justement pendant le combat de bien faire pénétrer l'hameçon dans la gueule du poisson et de toujours maintenir une espèce de tension continue. Quand on a des cannes trop raides, bah, les coups de tête du poisson, ça vient taper de manière très brutale dans le blanc et ça a tendance à favoriser le décrochage. Donc voilà, donc pour moi, franchement, ça a été une grosse aide de passer sur une canne plus longue et du coup avec une action qui soit particulièrement efficace, à mon sens, pour mener à bien un combat avec les cendres. Depuis, j'ai quand même beaucoup moins de décroche sur ces aspects-là. Ensuite, l'autre aspect qui est important pour moi, c'est le montage. Le montage, on va pas parler des petits leurres, hein, je vais justement prendre un cas extrême. Donc là, c'est le genre de leurre que j'utilise, c'est un NSJB pour justement sélectionner des beaux poissons. En fleuve, j'hésite pas à monter sur des leurres qui sont vraiment conséquents. Et vous voyez, donc du coup, logiquement, on voudrait l'armer plus loin, justement plus près de la queue. Des fois, les cendres vont vraiment cibler la tête. Dans ces cas-là, même si le leurre est long, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, là, l'hameçon, il est vraiment un peu limite pour pouvoir, j'irais bien piquer un poisson. Donc du coup, je rajoute un stinger. Donc pour ajouter un stinger, moi personnellement, je fais un petit fluoro en 50 livres ici, que je viens boucler ici, et je vais vous montrer tout à l'heure que je le rentre dans l'agrafe, et que du coup, ça va me permettre directement, avec une agrafe qui évidemment peut être un maillon faible dans un montage, mais en l'occurrence, ça me permet de changer rapidement et de stinger, et de leurre, et de tête plombée. Donc du coup, moi je trouve que dans la pêche, ça me facilite les choses, et du coup je suis plus réactif en utilisant une agrafe. Par contre, effectivement, on a toujours des risques qu'une agrafe ça s'ouvre. Moi j'utilise des agrafes avec lesquelles j'ai très peu de soucis. Ça peut arriver, mais c'est très rare, suffisamment rare pour que du coup je prenne ce risque là. Donc du coup, ça me permet avec l'agrafe de rapidement changer le stinger. Si je vois que les poissons, ils ont tendance à pincer le leurre par derrière, je ne vais pas hésiter à tout de suite changer le stinger et mettre un stinger beaucoup plus long. Et donc du coup, l'armer par en dessous, comme vous allez le voir ici. Voilà. Et donc du coup, avec le stinger qui va être sous le ventre. Ce qui va permettre justement aux poissons qui vont plus prendre par l'arrière de se piquer. Si je vois qu'au contraire, j'ai toujours des ratés, eh bien c'est possible que les poissons ils tapent vraiment en tête, et donc du coup je vais rajouter un stinger beaucoup plus court que je vais piquer sous la gueule avec un hameçon. Alors là, l'hameçon il peut paraître très gros, mais pour moi c'est ce qu'il faut quand on va pêcher justement des gros cendres, pour justement bien avoir les hameçons qui sont bien exposés de part et d'autre du leurre, ce qui fait que quand le cendre va attaquer en tête, on aura double chance de piquer, et là, et là. Donc du coup, pour moi, le positionnement du stinger est important quand on pêche avec des gros leurres pour pouvoir optimiser ses chances au ferrage. Personnellement, comme j'utilise beaucoup les têtes nitro shad, et pas des têtes à visser, parce que j'aime bien leur côté profilé qui vont bien fendre le courant, et bien du coup, je n'utilise pas de tête à visser, et du coup, je mets systématiquement le triple stinger en bas. Donc soit en tête comme ça, soit un petit peu plus derrière, voilà. Oh, oh la touche. Oh la touche. Yes. Un vieux shad ilex avec une caudale très fine qui a fait le job avec une tête nitro. Magnifique poisson, on va le mesurer tout de suite. Et on a 60, allez, 74 on va dire, ok. On a pratiquement 74. Allez, bien au bout, allez, presque 74. Yes. Donc ça, c'est pour moi les éléments importants.
Et le dernier élément important pour moi, c'est l'utilisation du booster. Donc j'en mets systématiquement. Pour moi, ça va inciter les poissons à déclencher l'attaque et éventuellement à avoir une attaque de meilleure qualité. Et notamment quand on fait des passages sur la même zone en verticale, moi j'ai remarqué qu'effectivement ça pouvait petit à petit inciter des poissons qui prenaient pas ou prenaient pas bien à justement plutôt prendre bien à cause de la diffusion justement permanente de cet attractant. Moi j'y crois beaucoup. Après ça peut se discuter parce que c'est toujours difficile à vérifier. Mais enfin, voilà, ça c'est toutes les astuces qui, pour moi, sont importantes pour favoriser des touches de qualité et surtout ne pas décrocher des poissons ni à la touche ni pendant le combat. Et du coup, j'espère que vous pourrez mettre en œuvre en fait ces différentes astuces. N'hésitez pas à me faire des retours de vos propres astuces ou tuyaux dans les commentaires, comme il y en a déjà qui font, et de me dire si vous avez essayé ce genre de technique et du coup est-ce que vous avez des bons résultats. Voilà. Donc j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images de mes dernières sorties de pêche. Oh yes. Yes. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Oh, yes! Oh, le coco, il est là, le coco, il est là! Magnifique poisson. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça manque. Oh yes. Yes. Oh putain, il est gros. Encore un pike. Yes. Ça c'est gros ça. Ça c'est gros. Yes, papa, il est là le coucou. Yes. C'est un pike. C'est un pike. C'est un pike. Gros pike. Big pike.